Chers amis, bonsoir. Vous êtes sur Paix et Guerre. C'est la 51e édition de Mondoscopie. Nous sommes le 25 décembre 2024. Je souhaite un joyeux Noël à tous. Je suis heureuse de faire cette émission même ce soir, en ce jour. Je vous demande, comme d'habitude, de liker, de partager, de rejoindre le cercle des amis et des fans de Paix et Guerre si vous voulez nous soutenir et avoir accès à des contenus exclusifs, ou de nous aider via Tipeee. Nous en avons véritablement besoin pour développer cette chaîne. Alors, j'ai décidé d'être beaucoup plus courte. Ça fait partie de mes grandes résolutions pour 2025. J'espère que je saurai m'y tenir. Mais je vais commencer dès ce soir. Et donc, je vais essentiellement vous parler des deux points qui sont encore les points les plus chauds aujourd'hui dans l'actualité internationale, c'est-à-dire le théâtre européen avec le conflit en Ukraine et un mot du Moyen-Orient, même si un certain nombre de développements sont en cours et je vous en parlerai probablement plus la semaine prochaine. En tout cas, ça a été 2024, on peut dire que ça aurait été une année à la fois pleine de confirmations et pleine de surprises. Pleine de confirmations sur la bascule du monde. Il suffit de suivre, d'avoir suivi avec moi ou sans moi l'ensemble de l'actualité depuis un an pour comprendre que tout se consolide, tout devient plus méthodique, devient plus puissant dans cette bascule du monde. Évidemment, ça ne veut pas dire que nous nous en satisfaisons, que nous en sommes heureux du côté occidental, loin de là. Il y a beaucoup de contre-feux qui ont été allumés, mais jusqu'à présent pas avec un grand succès, il faut bien le dire. Que l'on regarde l'Europe, que l'on regarde l'Asie, que l'on regarde l'Afrique, on est plutôt dans la confirmation véritablement de ce mouvement de fond, de ce décentrage en fait du monde vers l'Asie d'une manière générale et vers l'Eurasie certainement, en excluant l'Europe malheureusement, qui n'a pas compris grand-chose aux mouvements tectoniques et géopolitiques qui se produisent. Voilà. Nous, on est un peu quand même dans un cul de basse-fosse, pour le dire familièrement, et on a surtout des responsables qui ont beaucoup, beaucoup de mal à comprendre ce qui se passe et à prendre des décisions intelligentes. Ils ne les prennent qu'avec idéologie, qu'avec le mépris du reste de la planète, et le résultat, évidemment, est à la hauteur des approches choisies. Bon, donc confirmation, voilà, sur tous les plans, mais aussi surprise, et évidemment, la plus récente surprise, c'est la chute et la fin, en fait, de la Syrie, telle qu'elle a pu exister, eh bien, bon an, mal an, et même très difficilement, jusqu'à il y a quelques semaines, jusqu'à la fin du mois de novembre. Mais je vous en parlerai dans mon deuxième point. Pour l'instant, nous revenons à l'Ukraine. Je suis désolée, ça va, c'est pas une obsession en fait, c'est juste que c'est très, très important ce qui se passe. Donc, pour l'instant, nous avons les dernières déclarations du porte-parole du Kremlin à l'agence TASS qui a dit que les négociations allaient pouvoir se poursuivre, mais enfin qu'il ne devrait pas y avoir de rencontre entre Vladimir Poutine et Donald Trump avant la prise de fonction de ce dernier, c'est-à-dire avant au moins le 21 janvier prochain. Ce qui est certain, c'est qu'il y aura, à mon avis, enfin je dis que c'est certain, c'est ce que je pense très profondément, il y aura à la fin un deal, enfin un accord beaucoup plus réaliste que ce que ces équipes, y compris les équipes de transition du nouveau président, ne le laissent entendre. Je ne pense pas non plus que Trump devrait fera des propositions concrètes sur le conflit avant d'avoir eu une conversation très directe avec Vladimir Poutine, parce qu'il se méfie bien sûr, non seulement de son entourage, y compris de ceux qu'il choisit lui-même, mais il se méfie bien sûr de toutes les informations qui peuvent lui être données, puisque on connaît le niveau de mensonge, le niveau de manipulation, le niveau de compromission aussi des services américains, notamment de la CIA et du FBI, mais pas seulement. Donc
il est certain que je pense qu'il va vouloir avoir, les réponses, si j'ose dire, de la bouche du cheval, en direct, et ça lui donnera peut-être une idée de la latitude qui peut être la sienne dans un accord à trouver, ou dans en tout cas un modus vivendi à trouver. Alors, et en parlant de fausses informations, en fait, on a l'impression que c'est l'ancienne administration qui parle à travers, y compris les aides, pressenties et même, nommées de Trump, tel Kellogg. Et bien, le dernier écran de fumée, c'est celui qui a lieu sur l'aide en Ukraine. L'aide en Ukraine, où là, la CIA manifestement ment, j'allais dire, de manière massive au nouveau président. Puisque, ce qui nous est expliqué, ce qui a été expliqué à travers, comme d'habitude, certains articles, qui sont en fait des fuites, mais qui sont aussi des tests sur les narratifs que vont essayer de développer les Américains toujours. Ça se passe comme ça depuis longtemps. C'est l'idée de dire, que Trump, serait prêt à, continuer, poursuivre et même augmenter l'aide militaire et l'aide financière à l'Ukraine après son entrée en fonction, et que donc ce qui avait été dit sur le thème d'une sorte de lâchage, ou en tout cas de transfert vers les Européens, du gros du fardeau, eh bien, n'était pas du tout sûr, et même rien que moins sûr. Voilà, bon. Je pense en tout cas que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Je pense qu'on aura eu, avant Trump, dans l'équipe précédente, un secrétaire d'État, assez pathétique en la personne d'Anthony Blinken, vraiment dangereux pour son pays, parce qu'il nous a quand même, parce que je nous mets un peu dans le sac, n'est-ce pas, occidental. Il nous a mis en situation de très grave danger, y compris, de dérapage de nature nucléaire dans ce conflit, aveuglé par la haine, aveuglé par la morgue, aveuglé par ses origines, aveuglé par toute une équipe, de va-t-en-guerre complètement fous, qui n'en reviennent pas d'avoir été mis en échec, par Vladimir Poutine, et qui veulent, absolument, prendre des dispositions, pour, renverser la vapeur, ce qui est a priori impossible. Bon, il y a eu aussi, une interview d'Orban qui a dit, alors qui évidemment, vous le savez, enfin vous savez ce que j'en pense, je pense que c'est un des leaders les plus réalistes, et les plus intelligents européens à l'heure actuelle. Il a dit que l'Europe avait perdu cette guerre en Ukraine, et que simplement elle ne supportait pas, elle était dans le déni de cet échec, et que, il y avait un certain nombre d'Européens, qui, cherchaient, à faire en sorte de continuer à accrocher la nouvelle administration américaine à l'Europe, et donc de trouver un moyen, et bien à l'Europe, c'est-à-dire au programme de soutien ininterrompu à Zelensky et à son régime. Et donc, voilà, il y a tout un tas de gens, en fait, en Europe, et c'est clair, qui cherchent à faire en sorte que l'Amérique ne se désengage pas, parce que Trump avait aussi fait certaines déclarations dans ce sens, c'est-à-dire, aux Européens de prendre, une part plus active à leur propre protection, à leur propre défense, et aux Américains de s'intéresser plutôt à l'Asie-Pacifique. Heu, pour l'instant, au stade actuel, d'après ce qu'on en sait, Trump ne n'est enfin, est très, très circonspect vis-à-vis des propositions qui lui sont faites, qui lui sont transmises plus ou moins directement par les Européens. En gros, le deal, c'est: puisque, vous, Donald Trump, vous souhaitez, et vous avez dit publiquement qu'il fallait que les pays membres de l'OTAN, en viennent à contribuer à hauteur de 5 de leur PNB de leur PIB, pardon, de leur PNB, en matière de défense, eh bien, nous pouvons envisager cela à condition que vous continuiez à fournir, les armes et l'argent à l'Ukraine. Donc ce serait ça le deal qui serait en cours d'élucubration, n'est-ce pas? De mise en musique, ou du moins en partition à ce stade.
Et là, il y a beaucoup d'articles qui en parlent, hein, voilà. Évidemment, les Américains se font aider, les Américains néocons, donc l'administration sortante, se fait aider par les Britanniques, et notamment par le nouvel ambassadeur, britannique à Washington qui vient d'être nommé, Peter Mandelson, qui était la vieille éminence grise de Tony Blair, à l'époque, qui est évidemment un grand soutien de l'actuel premier ministre, Keir Starmer, et qui a clairement comme feuille de route, enfin comme, voilà, sa fiche de poste, c'est, de former, de formater en fait la vision et la compréhension de Trump sur le dossier ukrainien et sur donc le fameux projet Ukraine, hein, Project Ukraine, qui est en échec évidemment à la fois militairement et politiquement. Donc ils veulent faire en fait échouer les négociations entre Trump et Poutine et donc voilà, mettre en œuvre un mécanisme qui en fait serait un engrenage pour les États-Unis, y compris sous Trump. Bon, il y a eu d'autres éléments, d'autres visites, notamment celle du premier ministre slovaque Robert Fico, vous savez, celui qui a failli se faire tuer 2 fois parce qu'il est en faveur de la paix et contre les sanctions lui aussi. Donc il a aussi rencontré Poutine, avec un des principaux conseillers de Poutine, Outchakov. Mais rien n'a percé là, manifestement, sur la teneur de cet entretien. Bref, en tout cas, la guerre est perdue. Le Project Ukraine a complètement échoué. Ça ne veut pas dire que les combats vont s'arrêter ipso facto le 21 janvier prochain. Ça devrait continuer, malheureusement, malheureusement pour tous les soldats qui meurent pour absolument rien en fait, et qui vont continuer à mourir, aussi bien en Ukraine que d'ailleurs du côté russe, mais pas dans les mêmes proportions. Donc 2025, on peut espérer bien sûr que ce soit la fin des combats, mais comme les Russes ont compris qu'il n'était évidemment pas de leur intérêt de geler les combats aujourd'hui, puisqu'ils sont à l'offensive, puisqu'ils sont en position de force sur tous les plans, je pense que leur idée est désormais de continuer au maximum, de poursuivre les opérations, toujours à un rythme très, très sévèrement contrôlé, c'est-à-dire de ne pas faire ce que font les Ukrainiens, qui sont en fait partis maintenant dans des actions de pure terreur hein, contre les populations civiles, mais de manière de plus en plus ouverte. Je ne parle même pas des assassinats ciblés comme celui du général Kirillov dont je vous ai parlé la semaine dernière. Mais bon, voilà, pour l'instant, je pense que les Russes vont continuer les opérations et que donc les Ukrainiens, qui ont des forces dans un état lamentable, vont progressivement, j'allais dire, s'étioler, à moins naturellement qu'on ne passe à un tout autre cas de figure où l'OTAN entrerait dans la danse. Mais ça, nous sommes le 25 décembre, à partir du 21 janvier, ça va être quand même très, très compliqué. Donc je vous ai parlé, voilà, du deal qui est en cours. Pour l'instant, donc, les Ukrainiens, face à cette maîtrise et à ce tempo russe de guerre d'attrition de longue haleine, où ils font attention à leur matériel, à leurs hommes, ou quand ils font des campagnes de frappe, ce sont des campagnes de frappe vraiment ciblées, hyper précises, alors que les Ukrainiens, de leur côté, essaient de taper un peu partout, donc même à Koursk, où ils sont en train de se faire dégager, mais pas si vite. Et peut-être d'ailleurs, pour que au moment d'un début de négociation avec Trump, les Russes puissent dire: «Bon, si vous voulez qu'on vous renvoie pas, tous vos mercenaires, et tous les soldats ukrainiens dans des body bags, peut-être qu'il va falloir, comprendre un certain nombre de choses sur les tenants et les aboutissants d'une négociation». En tout cas, les Ukrainiens, eux, poursuivent les attaques, donc de plus en plus avec des modes d'action terroristes. Ça a été le cas à Kazan, ça a été le cas à Rostov. Bon, là, c'était pas, c'était surtout sur des usines de stockage de pétrole, des raffineries.
mais avec des vieux missiles, donc ça veut dire que c'est un peu, bon, il y a aussi des frappes, avec des ATACMS, il y a aussi voilà, il y a aussi des missiles beaucoup plus modernes qui sont engagés, mais il y a aussi les vieux Tochka-U, hein, voilà. Et sur Rostov, c'était quand même important parce que Rostov, c'est un hub, donc un nœud, logistique, critique pour, toutes les opérations russes vers le sud. Donc c'est vraiment une volonté toujours d'escalade, qui se poursuit du côté ukrainien. C'est voilà, Zelensky est encouragé sans doute à le faire, au moins par les Britanniques, mais il le fait. Et ils ont chaque fois les mêmes réponses, c'est-à-dire pas celles qu'ils souhaitent déclencher pour, justifier une escalade totale, mais des réponses mesurées, des réponses non émotionnelles, des réponses froides, avec, voilà, la résolution, du contrôle, des assauts. Bon là, il y a eu une vague de missiles Iskander et Kinjal qui a frappé à Kiev le quartier général du SBU, c'est-à-dire des services, ukrainiens, avec à l'intérieur manifestement des conseillers OTAN et peut-être même américains, a-t-on dit, avec des morts. Bon, ça montre aussi la puissance des réseaux de renseignement russes au cœur même de la capitale ukrainienne, hein, et pas seulement d'ailleurs. Donc voilà, on est dans une, on poursuit, Vladimir Poutine, garde son calme, ne rentre pas, dans les provocations, ne répond pas aux provocations, de façon, désordonnée, mais au contraire très, très calibrée. Alors après, il se dit aussi que les Russes pourraient bien, à partir de la rive gauche du Dniepr, parvenir à passer sur la rive droite, c'est-à-dire à, à continuer à poursuivre leur avance. Parce que c'est un peu ça qui est en ce moment aussi discuté au Kremlin, y compris avec les factions les plus droitières, les plus extrêmes qui entourent le président. Et c'est ce danger-là dans lequel on est en train, nous, occidentaux, en poursuivant ce harcèlement, de pousser les malheureux Ukrainiens. C'est-à-dire qu'en fait, on est en train d'appuyer, le scénario le pire pour l'Ukraine, c'est-à-dire le scénario d'une division, drastique, qui a la faveur manifestement de Moscou, avec, la nouvelle Ukraine d'un côté, c'est-à-dire en fait les 4 oblasts, la Crimée, et puis peut-être d'autres zones, qui seraient prises d'ici la fin des hostilités, et puis toute une partie de l'Ukraine occidentale, qui pourrait être, laissée, à l'influence polonaise et à l'influence des forces occidentales. Bon, en tout cas, il y a cette idée du franchissement du Dniepr qui prend quand même, du poil de la bête, si j'ose dire. Est-ce que ça veut dire qu'on va aller vers des véritables opérations, importantes, ou est-ce que c'est, de la guerre psychologique, pour faire peur aux Ukrainiens? Bon, est-ce que, surtout qu'en même temps, on parle toujours, d'une opération du côté de Zaporojrié, et ça, avec, plusieurs, milliers de soldats, plusieurs centaines d'embarcations. Donc voilà, je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est pas un rapport militaire, mais on se rend compte là aussi dans ces opérations que la Russie a une puissance de feu, que les Ukrainiens ne peuvent, tout simplement pas, hem, comment dirais-je? Menacer, et avec laquelle ils ne peuvent pas faire de compétition pour l'instant. On parle de voilà 1000 obus, en 40 minutes, enfin je veux dire on est dans des proportions, vraiment très, 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 très hautes, très fortes. Hem, donc voilà, du côté d'Antonovka, du côté de Kherson, il y a un certain nombre d'opérations qui sont en cours, et qui laissent penser que les Russes sont prêts et sont en train en tout cas de se préparer, même si les Ukrainiens ont fait un certain nombre de fortifications dans cette zone,
d'essayer, enfin d'envisager de traverser le Dniepr, même si ce sera évidemment une opération extrêmement difficile. Donc, voilà, ensuite, il y a une chose dont je veux parler aussi sur l'Ukraine, c'est comme d'habitude des pertes, parce que je sais que comme d'autres, je suis, critiquée et qualifiée de tous les maux, n'est-ce pas? Parce que j'explique depuis maintenant, plus d'1 an et demi, que le ratio des pertes, russes par rapport aux pertes ukrainiennes, n'est évidemment pas celui dont on parle, et y compris pas celui, dont on parle à Donald Trump, qui est manifestement en train de se faire enfumer sur ce sujet. Mais bon, je pense qu'il est assez roué pour comprendre qu'on lui raconte des cracks. Donc, en fait, c'est les Ukrainiens qui sont à l'origine de tous ces mensonges, et notamment Syrskyi, hein, commandant en chef des forces ukrainiennes, qui a parlé de 600 000 morts russes, et cetera. Je pense qu'il voilà, c'est même pas qu'il se trompe, c'est qu'il raconte n'importe quoi. Néanmoins, il s'est vendu lui-même, il s'est coupé lui-même, si vous voulez, par rapport à ce narratif occidental qu'il essaie d'installer, parce qu'il a quand même avoué en même temps qu'en 2024, la Russie avait gagné 100 000 hommes de plus, en 100 000 hommes, 100 000 troupes de plus. Donc, c'est une démonstration de ce mensonge continu des Ukrainiens, si vous voulez. Et alors, ce qui est en plus très remarquable, et c'est là où ça ne souffre plus vraiment, malheureusement, de contradictions, bien sûr, ce sont les ratios des morts qui sont rendus d'un côté et de l'autre, de manière très régulière par les uns et les autres, par les Ukrainiens et les Russes. Et là, le ratio, entre, la fin du mois de mai, le 31 mai dernier, et le 20 décembre, c'est-à-dire il y a quelques jours, hem, on est à un ratio de plus de 8. Voilà, donc si vous voulez, c'est toujours, enfin j'ai les chiffres sous les yeux, 45 corps russes, versus 212, 89 versus 501 ukrainiens donc, enfin c'est toujours dans le même sens. 37 corps russes, versus 563, 42 versus 508, et cetera, et cetera. Donc, évidemment, ce sont les Russes qui fournissent ces chiffres, donc on peut dire, c'est de la propagande, et cetera. C'est n'importe quoi, les Ukrainiens ne le confirment pas. Le problème, c'est que, le cabinet des ministres d'Ukraine, qui est en plus, voilà, qui est quand même une source officielle, et puis il y a le quartier général du traitement des prisonniers de guerre lui aussi a fait des rapports sur les échanges de corps. Il est dirigé par Boudanov. Boudanov, vous savez, c'est celui qui dirige le renseignement militaire ukrainien, et eux, en fait, ils n'infirment pas du tout cela. Simplement, ils ne listent pas, si vous voulez, du côté ukrainien, ils ne donnent pas, les nombres de corps russes rendus, à la Russie. Donc ils donnent les morts, les nombres, les centaines de cadavres qu'on leur a rendus, mais ils ne disent pas ceux qu'ils ont rendus à la Russie, évidemment, puisque là, vous avez vu, on est 30 ou 40 versus, de 3 à 500, enfin, on est vraiment, on est dans un ratio terrifiant pour eux. Donc on a clairement là un chiffre moyen, parce que même si on dit 8, de 1 à 8, c'est pas possible, c'est peut-être de 1 à 5, 6 ou 7, donc c'est peut-être moins, dramatique. Mais enfin, on voit bien que, voilà, 8,43 pour 1, jusqu'au 20 décembre, et là, bon, même si vous enlevez 2 points, vous restez quand même de 1 à 6, hein.
Donc, alors on va dire: «Mais il y a beaucoup plus, de soldats russes». Bah, justement, ça ne fait qu'empirer faire empirer l'idée du résultat. En tout cas, hem, ce ratio est en faveur de la Russie d'une manière colossale. Tous les experts américains et britanniques sérieux en conviennent. C'est le chiffre, j'allais dire, qui est, l'un des derniers chiffres d'une longue série de chiffres défavorables à l'Ukraine. Voilà. Donc, il faut que si on ajoute à ça donc, Syrskyi qui lui-même admet, que, les Russes ont 100 000 hommes de plus en 2024 par rapport à 2023. Si, vous ajoutez aussi qu'il y a un certain nombre d'officiels ukrainiens qui révèlent que l'Ukraine, désormais, a un manque, si vous voulez, net, un déficit net mensuel de troupes et qu'elle va être de moins en moins capable, à moins de faire abaisser encore l'âge de la conscription, de recruter, sans parler de tous ceux qui se rendent, sans parler de tous ceux, voilà, qui c'est des dizaines et des dizaines de milliers d'hommes, donc on est dans un très, très dans un problème, en fait, extrêmement grave, voilà. Donc on peut aussi arriver à ce que le front se débande, si vous voulez. Et au printemps prochain, si les combats se poursuivent à ce rythme, ça pourrait bien ça pourrait bien être ce qui arrive. Donc, évidemment, ça ne veut pas dire qu'il va y avoir une intelligence de situation et qu'on va se dire: «Bon, on est dans une très, très mauvaise passe, il faut arrêter». Non, ça ne fait qu'encourager les actions de type terroriste, les provocations, le harcèlement, voilà. Du côté ukrainien, ça continue, au moins et ça va continuer jusqu'à l'inauguration de Trump, donc on en a encore pour, 3 semaines et demie. Ça s'est vu bien sûr, avec l'assassinat récemment du général Kirillov. Ça se voit avec, les attaques d'Atakems, d'HIMARS, les drones, donc sur des zones résidentielles à Kazan, hein, carrément. C'est-à-dire on tue des civils, de manière délibérée et ciblée. Mais bon, tout ça ne va pas changer la guerre. Ça envoie des messages, plutôt désespérés à vrai dire et de perte totale de scrupules dans la mesure où ils en ont jamais eu, mais ça ne va pas changer le cours de la guerre. Même l'assassinat de Kirillov ne va pas changer le cours de la guerre. Donc si vous voulez, si les Anglais continuent et notamment, MI6, et bon, mais aussi la CIA, continue sur, cette idée qu'il faut multiplier les attaques sur le sol russe, pour, diffuser une perception, selon laquelle, Vladimir Poutine perdrait le contrôle intérieur, il y aurait même des rebelles russes, enfin si vous voulez, il y a tout un tas de choses qui sont inventées. En fait, ça marche ça sur les esprits faibles, mais pas vraiment sur les autres. Hem, vous pouvez multiplier les attaques de drones, les attaques même d'infrastructures, comme ça s'est passé, bon, en Géorgie, en Arménie, mais il n'est pas impossible que ça se poursuive sur ces pays-là et que ça se poursuive aussi vers le Kirghizistan, vers le Kazakhstan naturellement. Hem, bon, mais tout ça, on voit bien que derrière, c'est l'idée anglaise surtout, de diffuser cette perception, enfin d'installer une perception que la Russie a perdu le contrôle de la situation, dans son espace, maritime et dans son espace aérien. Mais bon, si c'est avec ça qu'on espère, donner à l'Ukraine une position de négociation favorable, encore une fois, ça me semble, très, très mal parti. Hem, je pense que voilà,
ça ne va pas changer grand-chose et ce qui va en revanche changer beaucoup, c'est finalement l'idée que va se faire Trump lors de sa première rencontre avec Vladimir Poutine, de ce qui est possible, pas possible et de ce qu'il peut faire, à mon avis, au mieux. Y compris, enfin ça va être un rapport de force, hein, il s'agit pas de ramper, devant la Russie, loin de là. Donc voilà, alors évidemment, bah, pour tranquilliser le pauvre Zelensky, le chef de la CIA Burns est allé le voir, bon, mais tout ça, ça ne change rien, ça ne change rien du tout. Je pense que, ce qui va changer, c'est Trump et si Trump veut que le massacre cesse, inutile des Ukrainiens, et s'il veut retrouver un équilibre en Europe pour avoir les mains libres sur d'autres fronts, il va falloir qu'il trouve, des formes intelligentes d'accord avec Moscou. Bon et puis ensuite, je termine là-dessus, bien sûr, il y a ce qui se passe en Pologne et qui n'est pas, totalement, à mépriser, c'est qu'il y a un certain nombre de sondages qui ont été faits et qui ont montré qu'il y a une évolution de l'opinion publique polonaise, sur le thème, eh bien, qu'il est temps pour l'Ukraine de faire la paix, y compris en abandonnant des territoires. Alors peut-être que c'est l'idée qu'elle peut les abandonner à la Pologne, je n'en sais rien, mais en tout cas, les Polonais, la population polonaise, contre, contre un certain nombre d'élites qui et notamment, heu, celles qui étaient au pouvoir, auparavant, avant en tout cas la dernière élection présidentielle polonaise, hem, l'idée était au contraire, de jouer la carte américaine à fond et d'essayer même de l'emporter sur les Allemands. Là, manifestement, les Polonais ont compris quand même que les risques étaient très forts d'un affrontement direct avec la Russie et s'il faut, pour eux, que l'Ukraine abandonne certains territoires pour que la paix advienne enfin, eh bien, pourquoi pas? Voilà. Donc comment dirais-je? Ce sondage, c'est, 55 quand même, hein. Alors que, en septembre, c'est-à-dire il y a 2 mois et demi, on en était à 39 qui avaient cette opinion, favorable à la paix et favorable à des concessions territoriales de la part de l'Ukraine. Donc, bien sûr, là aussi, on voit bien l'impact de la victoire de Trump, c'est-à-dire, il faut faire de nécessité vertu. À partir du moment où on a un président qui veut aller vers la américain qui veut aller vers la paix, ça sert à rien de chercher à jouer les fous furieux en pole position, si j'ose dire, sans jeu de mots, alors que le principal allié américain, lui, est en train de changer un peu son fusil d'épaule. Bon, donc c'est aussi assez intéressant de voir la manière dont évolue la population, enfin l'opinion publique polonaise. Je pense que voilà, c'est lié à Trump, c'est lié aussi au fait que l'administration Biden, donc après avoir affaibli l'Allemagne de manière tout à fait délibérée avec le sabotage de Nord Stream 2, j'allais dire, lui sauve la mise ou du moins celle de ses industries en permettant leur, délocalisation aux États-Unis. C'est tout bénéfice, me direz-vous, mais enfin, c'est aussi probablement, une part de l'évolution de l'opinion allemande cette fois-ci et donc les Polonais sont obligés d'en tirer des conclusions. Voilà, tout simplement. Il faut recalculer les plans stratégiques, et il faut que, ceux qui sont au pouvoir actuellement, c'est-à-dire des globalistes libéraux, hem, arrivent à sortir et à remplacer le président, polonais qui lui est conservatiste, enfin conservateur, nationaliste, et ils veulent le remplacer par un autre. J'en avais déjà parlé, je crois, dans une clé du monde, ou dans une mondoscopie. Hem, donc voilà, il y a cette lutte politique interne en Pologne qui fait qu'ils veulent faire attention par rapport à leur opinion. Ils ne veulent pas se l'aliéner, l'opinion publique polonaise
et donc ils veulent aller dans le sens du vent et le sens du vent, clairement, évolue vers plus de réalisme et d'appétence pour la paix et la stabilité, du côté du peuple polonais. Voilà. Alors deuxième point, rapidement, le Moyen-Orient, bon, bah, c'est une année très triste, évidemment, qui s'achève très, très tristement, de très grandes violences, de sauvagerie même, et d'instabilité avec, le déploiement de la guerre, sauvage des forces israéliennes contre les Palestiniens à Gaza, mais aussi contre les autres ennemis perçus d'Israël. J'ai nommé le Liban, j'ai nommé, le Yémen désormais d'ailleurs, et bien sûr la Syrie, avec toujours l'Iran en ligne de mire. Et là aussi, ça va être extrêmement intéressant de voir comment Trump va prendre ce sujet, celui de l'alliance avec Israël, mais jusqu'où ne pas aller trop loin. Bon, la Syrie, bah, elle est tombée comme un fruit mûr dont personne n'avait vu qu'il était véritablement mûr à ce point. Il est vrai qu'elle vivait, qu'elle agonisait quand même, depuis des années, en dépit du soutien qui lui était porté par la Russie et par l'Iran. Elle agonisait sous des sanctions, elle était pillée quotidiennement par les Américains qui pillent quand même, les champs, pétroliers, syriens. Il y a eu des attaques bien sûr sur la livre syrienne, il y a eu même des récoltes de blé qui ont été brûlées il y a quelques années, je ne sais plus si c'était en 22, je crois bien, ou en 23. Bref, tout a été fait pour faire en sorte que la Syrie ne puisse plus, de l'intérieur, survivre, et que donc ça affaiblisse le pouvoir de Bachar, qui a dû au bout d'un moment, Bachar el-Assad, qui a dû au bout d'un moment, prendre la mesure en fait de son incapacité à pouvoir sauver son pays, et qui a probablement négocié son retrait et laissé son armée elle-même, très probablement, partiellement, convaincue, corrompue, payée, enfin voilà, poussée à se débander. Hem, voilà, je pense que Bachar, je pense qu'en fait beaucoup plus de choses dans ce qui est paru quelque chose de très, très soudain à partir du 27 novembre dernier, avec cette irruption, des djihadistes, de Al-Joulani et de HTS et des autres aussi qui les accompagnent, des autres mouvements, qui ont repris la ville, j'allais dire, et les villes, sans coup férir, et tout le corridor urbain, enfin Damas, Alep, bon, tout ça s'est fait très, très vite, sans pratiquement aucune résistance, avec la passivité des Russes qui certes avaient un dispositif, extrêmement contraint, extrêmement, faible, enfin réduit, et qui avait aussi dû d'ailleurs rapatrier un certain nombre d'éléments et de matériel, sur le front ukrainien, qui de toute façon savent bien que leur priorité est ailleurs, pour l'instant. Bref, tout ça a pu être possible parce qu'il y avait cette espèce de pourrissement, mais de pourrissement qui n'est pas dû, simplement à la tyrannie terrifiante du boucher de Damas, n'est-ce pas, comme on le dit. C'est dû à l'action occidentale depuis, très longtemps, et en tout cas depuis 2011. Voilà, on avait cru y arriver, on n'y est pas arrivé à cause des Russes, là encore, quelle horreur ces méchants Russes, et à cause des Iraniens. Mais voilà, finalement, on a réussi. Alors les gagnants, en premier rideau, je l'ai déjà dit dans ma précédente émission, ce sont les Turcs et les Israéliens, qui, à un moment donné, pourraient se trouver, pas forcément alignés sur tout, c'est le moins qu'on puisse dire. Ils ont des ambitions qui ne sont pas, forcément convergentes. Sans parler du fait que les Américains qui soutiennent toujours les Kurdes syriens, déjà parce qu'ils sont dans les régions pétrolières comme je l'ai dit, mais aussi parce que ça justifie leur présence, parce que ça justifie, leur maintien en toute illégalité sur le territoire syrien. Mais maintenant ça va être différent, puisque le gouvernement, va peut-être, recevoir leur aval officiel. Eh bien, peut-être que les Américains, avant de lâcher les Kurdes,
vont s'en servir contre les Turcs pour tempérer un peu les ambitions, de Recep Tayyip Erdogan, qui sont importantes puisqu'il se voit, voilà, il considère que la Syrie est en partie, ottomane. Il considère aussi qu'il doit, aider les Palestiniens. En tout cas, il a été très, très vocal sur ce thème depuis longtemps. Ça ne l'a pas empêché de s'entendre avec Israël sur cette opération de récupération territoriale en Syrie, de récupération d'influence. Mais voilà, il joue comme d'habitude sur tous les tableaux. Et ça, il ne faut jamais l'oublier. Tout ça pour dire que la Syrie n'est pas du tout sortie de l'ornière, que c'est pas du tout une libération, que c'est évidemment, pour tout un tas de communautés, eh bien, une mauvaise nouvelle, alors, pour l'instant, les djihadistes, les islamistes qui sont au pouvoir, qui sont en train de s'y installer, montrent patte blanche et sont juste en train de rançonner un peu plus les communautés, non sunnites, en fait, hem, syriennes. Mais j'espère que ça ne va évidemment pas évoluer dans le sens de ce qui s'est passé en Afghanistan, où après avoir, pendant quelques semaines, quelques mois à peine, cherché à rassurer les occidentaux, eh bien la férule, talibane, s'est abattue de nouveau, sur l'ensemble de la population afghane et bien sûr, en particulier, sur les femmes. En tout cas, voilà, on peut faire tout ce qu'on veut, même si on blanchit Al-Qaïda, si on en fait des perdreaux de l'année. Heu, Là encore avec l'accord probable de la CIA, parce que je ne vois pas comment cette opération a pu se faire sans cet accord, voilà. Ne serait-ce que l'accord donné aux Turcs pour lâcher, les troupes qui étaient à Idlib et qui attendaient, et puis pour les rééquiper, et puis pour bon. Hem, voilà, on est vraiment au Moyen-Orient dans la démonstration, un peu un peu comme en Europe sur le théâtre ukrainien, démonstration sans équivoque de notre indifférence totale au sort, heu, indifférence donc de l'Occident, au sort des populations, qu'elles soient, qu'elles soient syriennes, qu'elles soient libanaises, qu'elles soient palestiniennes, qu'elles soient bon, ou bien qu'elles soient ukrainiennes en l'espèce. Voilà, on récompense le terrorisme finalement, on reprend le soutien à des groupuscules, auxquels on avait permis d'essayer de conquérir et de dépecer la Syrie, au début des années 2000. On avait échoué, on recommence et cette fois-ci, ça tombe et c'est formidable et on ne fait aucun lien naturellement avec la menace terroriste dans nos pays, sur nos territoires nationaux. Ah, on ne voit pas le lien là, franchement, il faut vraiment avoir l'esprit aussi, tordu ou embrumé que le mien pour, penser à cela. C'est scandaleux. Voilà, on fait semblant de ne pas comprendre. Bon, pour moi, c'est le comble de l'indécence, mais vous me direz, voilà, il n'y a que moi et quelques autres que ça dérange. En tout cas, la Syrie donc n'est pas du tout, sortie, d'affaire. Les charognards sont sur son corps, malheureux, chacun avec leurs ambitions. On va voir comment la Russie va réagir. Est-ce qu'elle va vouloir conserver ses bases? C'est son accès, aux mers chaudes, évidemment. Est-ce qu'elle a intérêt, sous quelle forme, à quel niveau de présence, à demeurer là? Contre quoi? Est-ce qu'elle peut servir de facteur équilibrant ou est-ce qu'elle doit se retirer? Je n'en sais rien, mais je pense que c'est au cœur des discussions, en ce moment à Moscou. Et enfin, plus généralement, ce que l'on peut voir, enfin, ce que l'on peut craindre déjà, enfin, ce qu'il va falloir vraiment observer, c'est ce qui va se passer, bien sûr, vis-à-vis de l'Iran. Comment ça va se passer une fois que Trump sera arrivé officiellement au pouvoir, vis-à-vis de l'Iran? Est-ce qu'Israël, va chercher à aller jusqu'au bout de sa politique, de guerre tous azimuts? Et est-ce que ça va pas être trop
finalement? Et est-ce qu'il ne va pas y avoir un effet boomerang dommageable? Est-ce que l'Amérique de Trump va laisser faire, en dépit de la puissance des réseaux, des lobbies, des relations, des intérêts? Ce qui est clair pour moi, et c'est ce que je trouve triste, c'est qu'on était jusqu'en 2023, jusqu'à l'automne, jusqu'au 7 octobre, on était dans une phase de stabilisation régionale qui s'était amorcée au printemps 2023 avec le rapprochement Iran-Arabie saoudite, et tout ça a été complètement torpillé. Donc la question aujourd'hui, c'est est-ce que la dynamique qui se poursuit des BRICS, de la coagulation et du renforcement et de la mise au point d'une monnaie, etc., à l'échelle des BRICS, qui lie notamment l'Iran et l'Arabie saoudite à la Chine et à la Russie, et aux autres bien sûr, mais à ces deux pays qui sont très structurants pour l'aventure BRICS, si vous voulez, est-ce que tout ça va servir à rééquilibrer, ou en tout cas va être un facteur bénéfique pour retrouver un équilibre, peut-être avec une nouvelle administration américaine? Vous allez me dire, je suis trop optimiste, mais bon, on peut rêver. Ce qui est sûr, c'est que l'attitude de Xi Jinping comme l'attitude de Poutine traduisent là encore des visions stratégiques à très long terme, par rapport aux Européens, n'en parlons pas, mais même par rapport aux États-Unis dans cette zone. Et je pense que pour le président Trump, ce qui va être très important, c'est de bien comprendre, de faire une évaluation vraiment lucide, réaliste du rapport de force global, de ses points d'application, que ce soit en Europe sur le dossier ukrainien ou que ce soit au Moyen-Orient, et de rechercher des voies malgré tout de coexistence, de compromis pour éviter, la poursuite des humiliations, qui sont, malgré tout infligées aux États-Unis. Est-ce qu'il saura faire en sorte, voilà, est-ce qu'il saura jouer, des atouts considérables, qu'ont encore les États-Unis, mais qui doivent plus passer sur le mode, qui ne peuvent plus passer sur le mode juste de: «Vous faites ça» ou bien, «Je vous détruis, je vous», bon, voilà, on a vu ce qui s'est passé récemment avec Xi Jinping. Il a commencé à menacer, heu de sanctions, de tarifs, pas de sanctions, mais de hausse des tarifs douaniers, et cetera, et on a vu la réponse chinoise, qui a consisté à dire, «Ça ne se passe, ça ne se passera pas comme ça, et 2, je ne viens pas à votre intronisation, c'est pas, voilà, je suis pas là pour baiser la babouche américaine», et ça, je pense que c'est très, 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 très important pour les dirigeants occidentaux de faire un tout petit retour sur soi, un tout petit peu d'humilité, et de se dire qu'il y a peut-être autre chose à faire avec, les grands pays qui sont aussi de grands concurrents, de grands adversaires, mais qui sont loin d'être des tigres de papier. Il y a donc autre chose à faire que de simplement, avoir une approche purement, de choc conflictuel, de tit for tat, perpétuel. Je sais bien que c'est la marche du monde, mais enfin, je crois qu'aujourd'hui, les risques sont importants pour tous, et qu'il faudrait retrouver, peut-être une manière un peu plus, évoluée, un peu plus civilisée, y compris, de mener une compétition. Voilà. Voilà, je vous laisse là-dessus. Je vous remercie de votre attention. Encore une fois, likez, partagez, appuyez sur la cloche, abonnez-vous, soutenez-nous. Je vous souhaite encore une fois un très joyeux Noël, et je vous retrouve la semaine prochaine. Eh bien, ce sera le 1er janvier, à vrai dire. Voilà, merci. Merci à tous. Au revoir.